Bonsoir les Itata, merci de nous recevoir. Je reçois moi-même aujourd'hui un chef d'entreprise pour qui création et innovation sont des leitmotivs permanents. Il a créé il y a 12 ans une petite entreprise industrielle après un parcours de dirigeant dans de grands groupes industriels martiniquais. Rarement présent dans les médias, il a pourtant fait récemment la une de l'actualité et des réseaux sociaux avec sa prise de parole contre la légèreté face à la prise en charge de certains cancers chez nous. Bonsoir Philippe Sondorum. Bonsoir Jean-Marc. D'abord, comment va la santé ? Ça va, on se maintient, on essaye de faire attention. Il y a des petits jours où c'est un peu plus compliqué, et puis il y a des jours où ça va beaucoup mieux, où on a plus la pêche. Mais ça fait partie du cycle de rémission de la maladie, on va dire. Alors on va préciser que vous avez un cancer de la prostate qui est en cours de traitement, vous avez été opéré. Oui, c'est ça. Je dis qu'on allait se tutoyer, donc on va se tutoyer, Philippe, c'est vrai. Donc tu as été opéré il y a déjà un an à peu près ? Un an pile poil, le 3 novembre de l'année dernière. C'est ça. Et tu as été très très mécontent de la façon dont les choses se passent en Martinique pour les personnes qui sont victimes de cancer, comme toi, parce que la prise en charge notamment par la sécurité sociale, pour toi, laisse à désirer, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a pas que la sécurité sociale, hein. Il y a eu aussi, peut-être aussi les cabinets pour les prises de rendez-vous chez les médecins, l'information, parce qu'en fait, on est très très mal informés. Nous, les hommes, je parle pour les hommes, hein, parce que je sais que pour les femmes, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment grâce aux associations, hein, comme Matété, les Amazones. Et je me suis rendu compte que pour les hommes, il n'y a pas grand-chose, voire pour ainsi dire rien. Et je me souviens, pendant que j'étais malade, j'étais couché, je me suis dit, mais il y a une vraie carence là-dessus et il va peut-être falloir faire quelque chose. Ouais. On va y revenir dans la troisième partie de l'émission. Alors, tu diriges aujourd'hui la société Saladinina, Oui. dont la marque phare est Master Salad. C'est ça, oui. Et puis, tu es aussi associé au sein de l'enseigne Les Deux Crémières. Tout à fait, associé gérant. Les Deux Crémières, c'est une structure que nous avons montée il y a 5 ans. Et qui fabrique, enfin qui importe plus ou moins et qui distribue de la charcuterie et du fromage de qualité, parce que ce ne sont pas des produits qu'on va retrouver dans les rayons des linéaires, des supermarchés. Alors on va bien sûr démarrer avec ton parcours familial et personnel. Alors c'est une rubrique très riche parce que tu as vraiment joué le jeu, tu nous as transmis beaucoup de photos. C'est la rubrique Kimounouye. Alors avant de commencer par la première photo, Philippe, si tu devais te décrire ta personnalité en quelques phrases. Oh, alors, je suis assez tenace. Voilà. Quand j'ai une idée derrière la tête, en général, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Je pense être quelqu'un d'assez inventif, parce que c'est vrai que ça bouillonne tout le temps. J'ai tout le temps des idées. À canaliser, parfois, je peux comprendre que ça peut être difficile pour certaines personnes de suivre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées et que j'essaye toujours de mettre en place. Je suis très curieux. Je suis très, très curieux. Et c'est une curiosité qui est plutôt saine, puisque dans mon métier, être curieux, c'est aller dans les salons, aller voir ce qui se fait, aller comprendre un petit peu comment les choses sont fabriquées, voyager, aller voir ce qui se fait ailleurs, surtout. Ouais. Et puis essayer de voir comment on peut le rapporter et puis, en Martinique pour essayer d'enrichir ce qu'on a ici. Et essayer aussi d'être visionnaire, ne pas gérer simplement au quotidien, mais voir plus loin. Dans mon métier, si je produis aujourd'hui, c'est que j'ai pensé à la production 3 mois avant minimum. Parce qu'il faut laisser au produit le temps de pousser ou alors de le faire rentrer en Martinique. Et tout ça, c'est anticipé. Donc je n'ai pas le choix. Dans ce métier, je suis obligé d'anticiper. Alors, on va revenir sur ton histoire personnelle, sur ton parcours familial, avec d'abord cette photo avec ton père. Tu avais 2 ans. Oui, ouais, c'est ça. C'est une photo qu'on a prise, je crois. Très tendre. Oui, on a des relations avec mes parents. D'ailleurs, on vit toujours, on se voit tous les jours, hein, mes parents et moi. Et on a vécu de belles aventures tous ensemble. Hein. C'est une grande aventure familiale, hein, que ce soit avec mon grand-père, avec mes grands-mères, et même avec mes enfants maintenant. Ouais.
Donc c'est vrai. On me dit toujours que cette photo est très jolie parce que j'ai un regard un peu déterminé déjà. Et voilà, mais j'ai beaucoup de choses que j'ai repris dans la vision que mes parents avaient de moi et ce qu'ils espéraient de moi, je pense. En tout cas, j'espère de ne pas leur avoir fait honte. Ton père, qu'on voit sur la photo avec toi, militaire de carrière? Oui, il a été militaire de carrière. Il était sauveteur-plongeur. C'est le monsieur qui sautait des hélicoptères pour aller en tenue de plongée avec des palmes, mastuba et bouteilles. Et il allait dans les eaux froides, très très froides, où il faisait très très chaud parfois, que ce soit en Afrique, dans les pays du Nord. Oui, parce qu'il a beaucoup on a beaucoup bourlingué, voyagé, en fait, ouais. forcément. Toute la famille a donc voyagé et il fallait suivre le militaire, le chef de famille. D'ailleurs, on l'appelle l'amiral dans la famille. Son surnom, c'est l'amiral. Donc voilà. Et tous ces pays, tu as des souvenirs de tous ces pays dans lesquels vous êtes Oui, oui. Oui, j'ai de très bons souvenirs. Et on a vécu des choses très très fortes. C'est très formateur aussi? Ah oui, oui. Voyager, je pense que le voyage, c'est l'une des clés qui permettent d'avoir une vision globale de ce qui se passe autour, de ne pas rester confiné dans le pays avec une identité très pro-martiniquaise, on fait comme nous, on est bon comme nous. Non, il faut vraiment aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on se rend souvent compte que quand on va à l'extérieur, eh bien, on se dit, ben, on n'est pas si mal que ça dans notre pays, en Martinique. Parce que j'ai vu des choses très très dures dans les voyages que j'ai pu faire en Asie, aussi bien en Afrique, en Amérique du Sud. On est plutôt bien lotis en Martinique. Alors on va retrouver le petit Philippe entouré de toute une série de petites filles. Oui, c'est vrai. Ça, depuis très jeune, j'ai toujours été entouré. J'ai souvent été en classe le seul garçon, où il n'y avait que des jeunes femmes avec moi. Et même au niveau de mes salariés, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est vrai que j'ai toujours été entouré. Alors certains disent que c'est de la chance, d'autres que c'est une malédiction, mais moi j'aime bien, j'ai toujours aimé la compagnie. Là tu étais où là? Alors là, je crois que c'était à l'école, c'était à la Teste, près de Bordeaux. Et c'était une fête de fin d'année et on avait toujours des petits spectacles, comme il y en a maintenant certainement encore dans les écoles. Et il y avait beaucoup de spectacles et on était toujours habillés. Et déjà, j'étais habillé en militaire, en fait. Voilà. L'enfance, elle s'est passée en France hexagonale, mais aussi ailleurs? En France hexagonale, à Djibouti, en Afrique, ensuite en Martinique aussi un petit peu. Après, je suis reparti en France, j'ai vécu, j'ai payé mes écoles élémentaires, une partie de mon collège en France hexagonale, dans le sud de la France. On vivait dans une petite ville qui s'appelle Entresaint, qui était à côté d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. On va te retrouver avec une autre femme. À l'époque, c'était une petite fille qui compte beaucoup pour toi également. Oui, là c'est Nathalie, c'est ma petite sœur, qui a 2 ans de moins que moi. Là, je crois qu'on était toujours à la Teste, je pense. C'est vrai que j'ai été très protecteur avec ma petite sœur, parce que mon père m'avait toujours dit... quand on a quitté mes parents, en fait, on a été séparés très jeunes, mes parents et moi, à Djibouti, à la suite du tremblement de terre, qui a été un événement très, très marquant dans ma vie, quand même. Et mon père il nous avait embarqués dans l'avion, ma sœur et moi, et il nous avait dit tu es responsable de ta sœur, tu lui tiens la main, tu la lâches pas, et c'est toi, et s'il lui arrive quelque chose, c'est toi le responsable. Donc c'est vrai que ce jour-là, j'ai pris une bouffée, je me suis dit bon, et puis voilà, et puis ma petite sœur qui est maintenant, elle est plus tellement petite, parce qu'elle a des enfants. Et oui, c'est ça, c'est une belle photo. Ouais. Les relations entre le frère et la sœur? Oui, ça va. Bon, c'est comme les frères et sœurs, des fois on n'est pas d'accord sur tout, mais ça reste ma petite sœur. Vous êtes très proches? Oui, on est tous très proches dans la famille. Alors, on a vu ton papa, on va voir maintenant ta maman. Deux très très belles photos d'ailleurs. Oui, alors c'est ma mère effectivement à Djibouti, une qui était à Djibouti et une qui était à Entresaint. Et voilà, ça a toujours été une très belle femme, donc avec un caractère très forgé, il fallait pas trop la contredire. Mais voilà, mes parents, ils sont là maintenant, ils sont assez âgés. Mon père vient d'avoir 79 ans, ma mère 77 ans. Et ils sont toujours là, bon pied, bon oeil, malgré les petits problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. Mais ça reste tous les deux de gros ou de grands voyageurs. Parce qu'ils ont voyagé énormément. Ils ont fait plusieurs fois le tour du monde. Et ils ont vu des choses, à mon avis, que peu de personnes ont pu voir dans leur vie, quoi. Quand on a un père militaire, alors, vu de l'extérieur, on se dit que c'est quelqu'un d'assez autoritaire. Et ta maman était comment? Les deux étaient autoritaires. Les deux étaient autoritaires. Il fallait que ça file droit quand même. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, des bêtises. Alors oui, quand on est enfant, on fait des bêtises. Bien sûr. J'ai fait des bêtises. Et il y en a
qu'ils ont découvert, et puis il y en a que jusqu'à présent, ils ne sont pas au courant. Voilà. Mais non, mais je pense que mon père, il avait une façon, il regardait. Quand il regardait, on savait tout de suite qu'il ne fallait pas aller plus loin, quoi. Et on savait que quand on allait rentrer, ça allait pas être rigolo, quoi. Alors, on a vu ton papa, ta maman, on a vu Nathalie, et puis il y a Tania. Oui, Tania, c'est vrai. Tania, c'était mon premier animal de compagnie. Alors, c'est un guépard. C'est un guépard, oui, c'est un étonnant pour guépard. un animal de compagnie. Bah, à l'époque, on vivait en Afrique. Donc, et, avec ton papa sur la photo. Là, c'est mon père sur la photo. Et on vivait en Afrique, à Djibouti, et ma sœur et moi, ben, on avait un couple de guépards, et ils ont eu un petit, et on a gardé, ma sœur et moi, ce guépard. On jouait avec, hein, et puis bon, il a commencé à devenir un peu plus costaud, et puis il avait des griffes, parce que le guépard n'a pas de griffes rétractiles. Il commençait à nous griffer, ça devenait un peu rude, et donc on a dû le remettre avec ses parents, mais on jouait, ma sœur et moi, avec Tania, oui, c'est ça. Tu as conservé cette nécessité d'avoir des animaux de compagnie? Je ne peux pas avoir d'animaux de compagnie parce que j'ai une vie qui ne me permet pas d'avoir d'animaux de compagnie. Pardon. Avoir un chat, un chien, je rentre tard, je pars tôt, je rentre tôt, je pars tard. Et puis quand je pars en voyage, je ne peux pas laisser la responsabilité d'un animal à quelqu'un. Donc je n'ai pas d'animaux de compagnie. Par contre, j'ai toujours aimé les félins. Ça, c'est vraiment les félins, que ce soit les lions, les tigres, j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, dans ma chambre, il y a une photo de félin. Alors, on va retrouver tes parents ensemble, cette fois-ci, sur une photo beaucoup plus récente. Oui, c'était il y a 5 ans. Ils fêtaient leurs 50 ans de mariage. Voilà, donc cette année, la semaine dernière, ils ont fêté leurs 55 ans de mariage. Voilà, ça c'est vrai, c'est une photo... Ouais, c'est vrai. Et effectivement, bon pied, bon oeil. On les voit. Oui, je touche du bois pour eux, en bonne santé. Ça ils va. ont eu des péripéties de santé, hein, comme je dis, mais ils sont quand même toujours là et ils voyagent toujours. Et puis ton père qui est décidément omniprésent. Alors là, on fait un petit saut en arrière. On le retrouve avec toi. C'était, je crois, la remise de galons d'officier. Ah oui, ça c'était quand j'ai eu mes galons d'aspirant lieutenant à Coët-Quidan. Quand j'ai passé mon examen à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et mon père, en fait, il a pris le billet d'avion pour venir assister à ça, parce que comme un ancien sous-officier de carrière se retrouve avec son fils qui était officier de carrière, qui est devenu officier, du moins pas de carrière, je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon père avoir la larme à l'œil. C'était mais il m'a dit non, c'est parce qu'il faisait froid, voilà. Mais bon, en fait, je pense qu'il avait la fierté a été un petit peu plus émotive que d'habitude. Je pense qu'il était assez content d'avoir un fils officier. Oui, tu as fait juste les 12 mois de service militaire ou tu t'es engagé plus longtemps? Ça a duré un petit peu plus longtemps. Ça a duré un petit peu plus longtemps, mais grosso modo, c'est ça. Alors, on a parlé de ton ascendance, de ta sœur, et puis on va parler maintenant de la descendance. On va voir les faire-part de naissance. Oui, de tes enfants, voilà, très originaux. J'ai toujours fait des petites choses un peu différentes. Je crois que c'était pas très fun de mettre un truc, je vous annonce que la naissance du petit, du machin, tout ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, de faire une page pour Paris Match pour mon aîné et puis Gala pour ma fille. Donc là, ton aîné, c'est le garçon, hein? Mon aîné, c'est le garçon, oui. Il a 26 ans et ma fille va avoir 21 ans le mois prochain. Donc Léo et Marion, c'est ça? Léo et Marion, voilà. Et ils ont tous les deux un deuxième prénom égyptien, Sinoué pour Léo et Isis pour Marion. Parce que j'ai toujours été passionné par la 18e dynastie égyptienne. À l'époque où il y a eu le grand schisme religieux avec le pharaon Toutankhamon, qui est devenu Toutankhaton. Enfin bon, c'est des lectures. J'ai eu beaucoup de lectures égyptiennes. Et notamment, ça a beaucoup influencé, notamment les prénoms, le deuxième prénom que j'ai donné à mes enfants. Ça aurait dû être leur premier prénom, mais à l'époque, c'était un peu plus difficile à porter, je pense. Voilà. Alors, un petit coup de baguette magique, et on les retrouve. Ils ont grandi depuis, Léo et Marion. Et Marion, ouais. Ah oui, Léo est militaire. Voilà, c'est la tradition familiale. Il est parachutiste au 8e RPIMA à Castres. Il a fait l'opération Barkhane, il a fait le Mali, je crois, il a fait le Niger. Ah oui, donc il est clairement sur le terrain. Et, oui, voilà. c'est ça qui fait un petit peu trembler les parents quand même. Alors oui, je reconnais que quand il part, c'est un peu flippant. Donc je laisse toujours le téléphone allumé au cas où on m'appelle pour une mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est un garçon qui a été plutôt brillant, hein. Il a fait des études.
Mais il a décidé de s'engager. Il a une tête déterminée, en tout cas, hein, sur la photo. Là. Il vaut mieux pour faire ce qu'il fait, il vaut mieux. Puis je trouve qu'il est très bien dans ça. C'est un métier qu'il apprécie, qu'il adore énormément. Et puis bon, il est bâti pour ça, quoi. C'est vraiment un garçon costaud et il encaisse bien et il ne faut pas l'embêter. Voilà. Et Marion, ben, elle a 20 ans. Elle travaille déjà avec son papa, hein, je crois. Alors, oui, entre autres. Alors, elle poursuit ses études. Elle poursuit ses études en école de commerce. Ici, en Martinique. En Martinique, à l'EGC. Elle a réussi au concours PGE. Elle doit rentrer normalement l'année prochaine à l'INSEC, à Lyon. Et comme elle a très peu de cours cette année, ben, elle a décidé de me donner un coup de main, notamment pour la gestion des boutiques de fromage, hein, les deux crémières. Et donc, elle prend le relais petit à petit, puisque c'est une société que Thierry, mon associé, et moi avons créée aussi pour les filles. Quoi. Parce qu'il a aussi une fille, donc il est important que la relève commence à s'intéresser à ce qu'on va leur laisser. Parce que c'est pour eux, après tout, on fait des choses pour les enfants. Alors, une autre photo où on va retrouver 4 générations d'hommes de la famille. Oui. Ah oui, je vois laquelle. Oui, celle-là, oui, c'est vrai. Effectivement, mon grand-père, qui lui était marin. Mon père, donc... donc c'est vraiment une tradition familiale. Là. Oui, il était marin. Mon père, c'est l'armée de l'air. Moi, c'est l'armée de terre. Et mon fils, c'est les parachutistes. Voilà. Et donc ça, j'aime beaucoup cette photo parce que vraiment... mon grand-père était vivant encore à l'époque et c'était quelqu'un qui était un Et on voit la ressemblance, hein. Il y a vraiment un air de famille. Entre mon voilà. père et mon grand-père, c'est Ranx Xerox. Hein. Moi, je les appelais Ranx et Xerox hein, parce que c'était de la photocopie. C'est de la photocopie. Et puis même, je trouve que Léo ressemble énormément à mon père plus qu'il ne me ressemble. Hein. Quoique, en regardant les photos que j'ai reçues, j'ai regardé les photos de moi plus jeune, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'on se ressemble quand même pas mal. Mais tu as pris beaucoup de ta maman aussi, je crois. Hein. Oui, oui, j'ai pris beaucoup de ma mère. Ouais. Alors, la complicité, visiblement, entre ton père et ta fille... oui. On va les retrouver sur la moto. Comme on dit, c'est cul et chemise. C'est de là, voilà, c'est ma fille et mon père. Oui, parce que mon père adorait les motos. Enfin, il a dû se séparer de sa Harley Davidson parce qu'il avait eu un accident. Et puis, bon, il était un peu trop vieux maintenant pour en faire. Mais Lucien et Marion, oui, ils sont très... Elle est beaucoup plus proche de mon père qu'elle ne l'est de ma mère. Donc c'est vrai que les filles ensemble, c'est pas toujours ça, mais avec mon père, oui, ils font de la moto, ils sortent. Voilà, papy, je fais ça pour toi. Papy, je vends quelque chose. Voilà, oui. C'est une Harley Davidson ? Oui, c'est une Harley Davidson. Et ton père en a fait quasiment toute sa vie, quoi. Non, pas toute sa vie, mais il a eu envie, sur ses jours de retraite, on va dire, de faire de la moto. C'est un passionné aussi, hein. Il aime le bateau, il aime la moto. Enfin voilà, mes parents ont toujours fait des choses par passion aussi. Et ils nous ont communiqué cette passion de faire les choses, de vivre et puis de faire ce qu'on avait envie de faire, quoi. Voilà. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Te concernant, on te retrouve au volant d'une Jeep. Ah oui, cette photo-là aussi, parce qu'on était... Alors, cette histoire de Jeep, c'est j'ai un très bon ami qui est producteur aussi de vin, et on s'est découvert une passion commune pour la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une période de l'histoire que j'ai beaucoup étudiée. Et un jour, j'étais chez lui, à Caudry. Dans quelle région ? Caudry, c'est dans le nord, c'est pas très loin de Cambrai. Et on était en train de travailler, parce qu'il a un grand bureau chez lui. Et je vais dans son garage, et il me raconte, il me dit, regarde ce que j'ai retapé, tout ça, une Jeep Willys. J'ai dit, une Jeep Willys. Et en fait, il a un vrai musée chez lui, et où il y a beaucoup d'éléments de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des uniformes, mais des radios, une machine Enigma, enfin tout un tas de choses. Et on s'est découvert cette passion commune avec un autre ami aussi à moi, qui vit en France aussi, en Bretagne, en Normandie, pardon. Et on a décidé de faire ensemble, de refaire le débarquement du 6 juin 1944 pour les 80 ans qui auront lieu en 2024 sur la plage d'Omaha Beach. Et on va descendre avec les uniformes d'époque et on va rejouer le débarquement de ce jour-là, quoi. C'est de la passion, c'est d'histoire. Hein. Oui. Alors, on a vu tout à l'heure 4 générations. Là, on va voir 3 générations à 20 ans. Oui, donc, ça c'est un petit montage. Sympa. Je ne sais plus si c'est ma fille qui a fait ça pour moi, mais effectivement... Donc, au milieu, c'est toi. Hein. Au milieu, c'est moi. À gauche, mon père. Et à droite, c'est mon fils. Voilà. Là, on avait exactement le même âge, tous les 3 à 20 ans.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et on voit quand même bien l'air de famille. Hein. Oui, oui, je pense que oui, ça se voit, il y a un air de famille. Ouais. Et on sent cette culture de la famille, cette volonté en fait d'entretenir, par exemple, des souvenirs comme ça, Oui, oui, on fait beaucoup de photos, on fait des... Et puis, euh, mes parents aiment bien, ils ont une map monde chez eux, enfin une carte où ils ont mis tous les endroits où ils ont voyagé. Pareil, les enfants ont voyagé aussi, hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé aussi. Et puis bon, on est, comme je dis toujours, hein, dès qu'on a un téléphone portable, maintenant une carte de crédit, un passeport, on peut partir où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ouais. Voilà. Alors, on sort de la famille et on va te retrouver avec un Italien. Cesare, oui, Cesare, mi fratello. Alors Cesare, on a fait une partie de nos études ensemble quand j'étais à Nice, à l'ICN, en école de commerce. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai fraternisé, mais immédiatement, on s'est entendu. Et on est vraiment devenus de très très bons amis parce qu'il vient me voir en Martinique. Dès que je peux partir en Italie, ben, je vais le voir. On passe toujours des moments extraordinaires. Même ma fille, il reçoit mes enfants. Vraiment, c'est quelqu'un de charmant que j'apprécie Qui vit dans quelle ville énormément. d'Italie? Alors, il vit à Florence, en Toscane. Il a monté un cabinet fiscal. Et ses affaires marchent bien aussi parce que il est très content. Et c'est quelqu'un de très agréable. Et je vais lui envoyer la vidéo de ça parce qu'il va se voir à la télé. Il sera tout content en plus. Ça va lui faire plaisir. Alors, on termine cette rubrique Kimounouye avec, ça nous permettra de faire la transition avec l'activité professionnelle, Ouais. ton bureau, qui est assez révélateur en fait de tout ce parcours. Oui, ah oui, ça c'est une des. Il y a, Oui, ça c'est une partie parce qu'il y a deux vitrines dans mon bureau. Ça alors, c'est on a la compris partie le goût pour le gauche. cinéma et Star Oui. Wars. Alors le cinéma, j'adore le cinéma. Oui. J'adore les bandes dessinées aussi. Je suis un grand collectionneur de bandes dessinées. Bon, on aperçoit des objets militaires, il me semble aussi derrière. Non, Non, c'est peut-être plutôt pas, dans c'est la l'autre guerre des partie étoiles. où il y a Voilà. le casque, c'est la guerre des étoiles. Et bon, il y a des maquettes, il y a Goldorak derrière pour ceux qui sont de ma génération qui connaissent ça. Il y a le vaisseau, il y a l'USS Enterprise, le modèle D, celui du capitaine Picard. Et puis, oui, deux, trois petites choses. Et puis, Donc, passionné de cinéma aussi. ouais, passionné de cinéma. Et Ouais. particulièrement de science-fiction. Oui, science-fiction. Ouais, ça, Pas c'est étonnant, vraiment... parce qu'on va parler tout à l'heure des ovnis. oui, aussi, ouais, je suis passionné de toutes ces choses-là. Et ouais, c'est vrai, il y a des petites choses là-dessus. Ouais, ben oui, il y a pas mal de goodies. Et sur l'autre partie aussi du bureau, il y a des choses aussi plus sympathiques, plus récentes, comme les Avengers, tout ça. J'adore ça. Ouais. Bon, ben on a fait à peu près le tour Ouais, ouais. de ton itinéraire un peu personnel et familial. On en arrive à l'activité professionnelle dans la rubrique Matinique. Alors, Philippe Sundorom, tu as commencé professionnellement par quel métier? Parce que tu en as fait plusieurs, finalement. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai travaillé au cabinet Ernst Young à Paris. C'est un cabinet d'audit, un gros cabinet d'audit. Et j'avais été missionné à l'époque pour les UAP. Tu as fait une grande école, c'est ça? Oui, alors alors ici, en Martinique, j'ai fait une licence en administration publique. J'avais fait un BTS bureautique avant. J'ai fait ensuite, à l'époque, ça s'appelait l'EIAM, ce qui est devenu l'EGC. C'est devenu l'EGC, oui. Voilà, je suis parti ensuite à Paris. Et puis ensuite, j'ai fait un diplôme international de management à Nancy. Il me semble qu'il y a eu Saint-Cyr aussi, l'école Oui, je suis militaire. passé à Saint-Cyr aussi. Et puis après, plus tard, j'ai fait HEC, un César HEC aussi. Donc, premier emploi chez Ernst Alors, premier Young. emploi en Martinique. En Martinique. Enfin, le premier emploi, oui, c'est vrai que c'était sur Paris. Mais je ne suis pas resté longtemps parce que ça me fatiguait. Je n'aimais pas du tout l'atmosphère. Et premier vrai emploi en Martinique, dans le groupe Parfait, avec Robert Parfait et Steve Parfait. Et c'est Robert qui m'a donné ma chance au tout départ. C'est vrai que je n'ai pas cherché longtemps. Je crois que j'ai dû rester 3 semaines à chercher du boulot et Robert Parfait m'a embauché tout de suite. Je suis devenu son assistant pendant un moment. À Socomi, c'est ça? À Socomi, ouais. Après, avec Steve, à Socomi, j'ai été responsable commercial à Socomi pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a bien développé. C'était l'époque où il y avait beaucoup de pubs. Je faisais beaucoup de pubs avec Socomi, pour ceux qui ont connu. Et puis, il y a eu Photo World. Enfin, il y a eu tout un tas de choses. Après, j'ai un cabinet qui m'a recruté pour travailler pour le groupe de Jam. Oui. Roger de Jam, voilà, feu, qui nous a Roger de décidé. Jam. Feu, comme Feu Steve Parfait aussi. Oui, hein. tout à fait.
J'ai eu beaucoup de peine quand ils sont partis. Et puis, je suis resté 2 ou 3 ans, je crois, chez Roger. Et puis, j'ai fait une rupture conventionnelle, parce que j'étais un peu fatigué. C'était l'époque de mon divorce aussi. C'était une époque un peu pénible. Et puis, je me suis dit, tiens, ben, j'ai 2 ans devant moi pour réfléchir. Voilà. Et puis, c'est là que j'ai décidé de créer mes sociétés. Je me suis dit, bon, en tant qu'à faire, autant travailler pour moi-même. Mhm. Voilà. Et ces deux sociétés, alors d'abord Saladinina, qui est le nom de la société, et puis Master Salad. Alors, Saladina, c'est le nom même de la structure, Oui, la structure juridique. Mhm. C'est Salade de Martinique, hein, c'est un Oui, bien sûr. petit acronyme. Et ensuite, Master Salad, c'est le nom commercial, en La marque. fait. Le nom de la marque. Master, pourquoi? Tout le monde me demande, mais pourquoi Master Salad? Et puis, il n'y a pas de E à salade, c'est parce que j'adore Star Wars, et puis on m'appelait Obi-Wan Kenobi. Donc, Ouais. On va voir d'ailleurs voilà. les produits en rayon. Alors pourquoi cette idée de créer une marque une société qui fabrique des salades? Mais je me suis rendu compte que la salade était importée en Ouais. Martinique, parce que les gens achetaient de la salade, ça coûtait très très cher. Parfois, on montait à 7,50 €, voire 8 € le sachet de 200 grammes, parce que tout arrive par avion. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas faisable de la salade en sachet en Martinique? C'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire. Alors, je me suis renseigné, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de structure de filière, la filière n'était pas vraiment organisée. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de machines, et puis beaucoup d'investissements pour pouvoir créer une unité de fabrication. Mais comme je suis un peu têtu, et puis que j'avais du temps devant moi, j'avais 2 ans devant moi, donc j'ai commencé à réfléchir et puis à voir comment on aurait pu monter une structure comme ça. Donc je suis parti en Alsace, visiter une ou 2 usines, dans le sud de la France aussi. Quand j'ai vu la première fois, j'ai dit, oh là, non, c'est bon, c'est pas la peine, c'est trop compliqué. Et puis bon, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai du temps, on va voir. L'argent, comme je dis, ça peut se trouver si on fait les bons dossiers, si on arrive à voir les banques, si on arrive à trouver des subventions. Et j'ai pris un cabinet, c'est le cabinet de Teddy Jean-Baptiste, TJB Concept. Et je lui ai dit, bon, bah, écoute, on va monter un dossier, et puis on va voir si c'est faisable. Tu avais fait une petite étude de marché pour savoir s'il y avait Oui, 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 il y a une petite étude de marché, on a réfléchi un peu. Et puis bon, c'est vrai que ça a été difficile. Je savais que ça serait compliqué, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué que ça. Et finalement, j'ai réussi à trouver les subventions, à trouver les fonds. Les banques en Martinique n'ont pas vraiment voulu jouer le jeu, à part le Crédit Agricole qui m'a fait un tout petit prêt de 150 000 €. Et il a fallu que j'aille chercher une banque professionnelle dans le sud de la France qui en 3 heures de temps, hein, en expliquant un petit peu le projet, m'a donné un accord de principe, et c'est ce qui m'a permis de développer, de développer mes demandes de subvention, de Oui, parce prendre que le relais. c'est une petite unité industrielle que tu montais, donc ça demande de C'était, l'argent. voilà, c'est une unité industrielle, hein, c'est plus de l'artisanat, c'est vraiment, c'est On va une voir usine. d'ailleurs, C'est on une va usine. lancer d'ailleurs une vidéo dans laquelle on va voir la fabrication de salade. Tu peux continuer à parler. Voilà, donc là, il a fallu faire rentrer des machines qui n'étaient pas encore, qui n'existaient pas encore en Martinique à l'époque. Donc là, on voit une ensacheuse avec une peseuse associative. Donc il y en a deux. Il y en a une qui est dédiée à la salade et une qui est dédiée aux crudités. Il a fallu faire rentrer des operculeuses, il a fallu faire rentrer tout un système de découpe de salade et d'autres produits, des râpeuses, des trancheuses, enfin toutes ces choses-là qui n'étaient pas encore... Un investissement de quel montant, on peut le dire ou pas? c'est très cher. C'est très très cher. Mm. J'ai Plusieurs récupéré... centaines de milliers d'euros. Oui, on va dire quelques millions même. J'ai récupéré en fait une partie de la soulte de ma vente de la maison que Ouais. j'ai pu récupérer pendant mon divorce, que j'ai investi complètement dans la société. Et là, on a terminé effectivement. Alors, c'est l'autre activité, les deux Ça, c'est crémières. l'activité fromage, les Voilà, deux tout à crémières, où on fabrique, on importe du fromage et de la charcuterie, puis on fabrique aussi des petits plateaux de fromage. On a maintenant 4 magasins, un au Trois-Îlets, un à Ducos, un au François, Et on va voir et d'ailleurs un à Didier, voilà. deux plateaux de fromage et de charcuterie. Oui, c'est vrai, ce sont des petits plateaux qui sont réalisés par les vendeuses, hein. Donc Et ça, c'est les deux crémières. Hein. Donc ça, c'est c'est les deux l'activité crémières. que tu as montée avec un associé. Oui, avec Thierry Despointes, Voilà. on a créé cette société-là. Et vous avez aujourd'hui combien de magasins? On a 4 magasins. Donc je disais Trois-Îlets, Ducos, François, Didier. Voilà. Et on est en train de voir pour développer encore le concept.
parce qu'on s'est rendu compte que les gens appréciaient énormément les produits que nous faisions, et voir ensuite se développer dans la restauration aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on va revenir sur Master Salad, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour cette activité qui nécessite de l'importation, puisque vous faites rentrer en fait des produits de l'extérieur, la crise économique qu'on connaît, la hausse du fret, etc., est-ce que ça vous a beaucoup pénalisé? Alors, oui et non. Non, parce que il faut dire que le Covid est passé par là et que le Covid nous a beaucoup aidés, mine de rien, parce que les gens se sont mis à consommer plus de produits locaux. Et non, parce que la production de salade en Martinique n'est pas suffisante pour l'ensemble du marché. Donc, j'ai signé des accords avec les producteurs, mais même si ils ont augmenté leur capacité de production, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à fournir l'intégralité du marché. Ouais. Donc c'est vrai que je suis obligé d'importer une partie de la laitue et puis les carottes. On va voir d'ailleurs une photo où tu avais rendu visite à un de tes fournisseurs en Bretagne. Voilà, donc j'ai passé des accords avec Benjamin notamment, ce sont des fournisseurs en Bretagne, avec le groupe Sayour aussi, la famille Sayour, le groupe Buffle. Et voilà, donc ce sont des produits qui sont justement, ce qu'on voit là qui pousse là, ce sont des produits qui sont destinés pour la Martinique. Ouais. Et donc pour que les choses, être sûr d'avoir la matière première, je travaille aussi, pas seulement en local. Je suis obligé d'importer et je travaille avec des agriculteurs là-bas, avec des groupements. Donc tu trouves quand même de la salade en Martinique, mais pas en quantité suffisante. C'est pas en suffisant. J'aimerais bien en prendre beaucoup plus. Le problème, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a pas assez. Et Daniel Pissonneau, qui est mon producteur principal, on a créé 2 serres supplémentaires il y a 2 ans, 1 an et demi de ça, 2 ans de ça. On va voir d'ailleurs une photo des serres, effectivement. Avec Daniel, il a installé chez lui au Macouba des serres parce qu'on n'avait pas assez de salade. Et malgré ça, malgré les nouvelles serres, on n'arrive pas à avoir assez de salade. Donc ça veut dire que la demande est là? La demande était là. Elle était là. Si, elle est toujours là. Je l'avais pressenti il y a 12 ans. Parce qu'évidemment, quand j'avais dit que j'allais mettre de la salade en sachet, je n'ai pas été pris très au sérieux. Mais finalement, on se rend compte que arriver à l'autosuffisance alimentaire en Martinique, c'est un peu utopique pour moi. Parce que je me rends bien compte, depuis que je produis, que je n'arrive pas à tout avoir. L'oignon, c'est impossible. La carotte, n'en parlons même pas. Le chou paumé, c'est utopique. Tout ce qu'on peut produire qu'on pourrait produire en grosse quantité. On pourrait le faire en grosse quantité. On ne le fait pas, parce qu'il y a peut-être des raisons politiques, il y a des raisons économiques. On a moins d'agriculteurs. Alors maintenant, au début, quand j'ai lancé l'activité, j'avais un pool d'agriculteurs qui a fondu comme neige au soleil, parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Ouais. Et pour ça, il y a des aides comme le POSEI, il y a des aides à l'installation. Les fonds européens sont là. Et je pense qu'il y a un manque de volonté aussi de certaines personnes de se lancer dans la production de masse. Moi, quand je dis à un agriculteur, j'ai des gars qui viennent me dire « Ouais, on dit des kilos de salade là. » Je dis « Mais tes 50 kilos de salade là, ça ne me suffit pas. Moi, il me faut 2 tonnes. » Il me dit « 2 tonnes, mais comment je fais pour avoir 2 tonnes de salade, monsieur Sonoram ?» Je dis « Mais oui, mais c'est pas en me donnant 150 kilos tous les 3 mois. Il faut planifier, il faut organiser la production. » Et je pense que là, il y a un vrai problème en Martinique. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structuration des plantations, il n'y a pas de rotation. Il faut bien comprendre que on sait que tels produits, c'est de telle saison à telle saison, et il faut planter telle quantité pour essayer d'avoir. C'est comme l'igname et de la patate douce. Moi, l'igname, j'étais obligé d'importer de l'igname, parce que personne ne pouvait me donner 7 tonnes d'igname quand j'en avais besoin. Ouais. C'est dramatique de dire ça, Moi, je touche le problème de tous les jours. Demander à un agriculteur de m'apporter le chou de Chine, le dachine. Les écoles me demandent du chou de Chine pour les enfants. Je dis, je veux bien, mais où est-ce que je vais trouver 7 tonnes de dachine en une seule fois pour produire? C'est quasiment impossible. Alors j'ai essayé de payer les agriculteurs en amont pour être sûr d'avoir la marchandise. Et malgré ça... C'est d'autant plus préoccupant qu'on a besoin de cette autonomie alimentaire de plus en plus quand on se rend compte de tous les risques qui pèsent sur nous. Mais je pense que les Martiniquais n'ont pas lu un document de l'ONU qui s'appelle le Codex Alimentarius. Et je pense que beaucoup de personnes devraient s'intéresser à ce document qui est sorti, le Codex Alimentarius. Et je pense que tout le monde va être très surpris de ce qui nous attend dans les 5 à 10, 15 prochaines années à venir. La nourriture, c'est ce qui va contrôler le monde.
Et qui contrôle l'eau et contrôle la nourriture va contrôler le monde. Et le Codex Alimentarius n'est pas forcément la meilleure des choses qui nous attend, nous les Martiniquais. Alors, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, le Codex Alimentarius? C'est tout ce qui a été codifié par l'ONU pour nourrir les êtres humains jusqu'à 2050. Ça part de l'organisation des cultures, le contrôle des graines, des semences. Alors, j'ai essayé d'alerter la CTM là-dessus, parce qu'il nous faut, ici en Martinique, il nous faut un grenier comme à Svalbard. Il nous faut un grenier où on va stocker les graines, parce qu'on est à 8000 km de tout. Le jour où un gros conflit éclate en Europe ou dans le monde, on risque d'avoir comme on a voir l'Ukraine. Comme c'est le cas en ce moment, et on sait que ça peut dégénérer. Et ça va dégénérer. Moi, ce que je crains, c'est pas forcément l'Ukraine, mais ce qui va se passer en mer de Chine. Bien sûr. Quand les Chinois vont décider de prendre Taïwan, c'est Taïwan, non pas Taïwan. Ah ben j'oublie ça, j'ai un petit trou. Si, c'est Taïwan. Taïwan, c'est Taïwan. J'ai hésité avec Hong Kong, mais c'est Taïwan. Non, c'est Taïwan. Ça va être chaud patate pour nous. Et on risque d'avoir des problèmes de flux alimentaires. Ouais. Et donc, je pense qu'il est très important pour nous d'avoir un véritable grenier à graines en Martinique. On a la place, c'est un trou, une cave qu'on met avec un truc réfrigéré pour stocker, parce qu'on aura des grosses difficultés. Et je le vois déjà. Il y a des fois des variétés de salades qu'on n'arrive plus à avoir, parce que c'est difficile d'avoir les graines, les semences. Alors, on revient à des choses un petit peu plus positives, mais c'est bien effectivement qu'on pense à tout ça, parce qu'il faudrait que notamment nos élus se préoccupent de l'avenir, ce qu'ils ont peut-être parfois tendance à un petit peu oublier. À oublier, oui, je pense aussi. Oui. Philippe, tu as créé de l'emploi, on va te voir on va voir plutôt tes employés en plein repas, ils mangeaient de la salade? Non, ce jour-là, on faisait une fondue et une raclette. Parce que c'est vrai, de temps en temps, je regroupe tout le monde en salle de réunion. Tu as une quinzaine de salariés, tu disais, sur les deux entités, Master Salad Master Salad, il faut compter à peu près 12-15, ça dépend. Et sur les crémières, il y en a presque une dizaine, 9 à 9. Ouais. Et donc là, on fait des repas entre nous. C'est une petite famille. Tu as réussi à trouver des compétences locales sur place. Oui. Et puis à fédérer cette petite équipe. Alors, je suis le plus âgé, donc forcément, j'ai peut-être tendance parfois à être un peu paternaliste. Mais on va le voir d'ailleurs sur la photo suivante avec certains de tes employés. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est... Voilà, il y a Natacha qui est ma secrétaire, Suzy qui est ma responsable de production et Olivier qui est mon responsable de dépôt. Donc c'est vrai qu'on est une petite équipe et bon, c'est tous les jours, on se connaît tous, on sait quand il y en a qui sont bien lunés, pas bien lunés. Enfin voilà, c'est une petite équipe qui marche plutôt bien. Ouais, je suis assez content. Une équipe avec qui tu as fêté, on va le voir, les 10 ans de Master Salad cette année. Oui, cette année. Avec très beau gâteau. Très beau gâteau, ouais. Tutti frutti. Tutti frutti, ouais. Et donc chaque année, on fête les anniversaires. Et on s'était dit pour les 10 ans qu'on allait faire une journée un peu spéciale entre nous. Et tout le monde était très content, quoi. Je pense que c'était une très belle journée. On a passé une belle journée en mer. Voilà. C'était très bien. Ouais. Je suis très content. Master Salad, au bout de 10 ans, satisfait de l'investissement, de ce pari que tu t'étais lancé? Alors, c'est vrai que les premières années ont été extrêmement difficiles. Quand je dis extrêmement, je ne souhaite ça à personne. Je dis toujours, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Et pourquoi? Parce que ça a été dur. Ouais. Ça a été, pour pénétrer le marché notamment ou... Pas seulement, à tous les niveaux. Au niveau financier, au niveau humain, au niveau personnel. Les difficultés financières, les difficultés d'organisation, la mise au point des process. Parce qu'il faut savoir que la salade, quand elle est mise en sachet en France, c'est différent de la salade en local. Donc il a fallu trouver le bon taux d'azote à mettre dans les sachets. Enfin, ça a été très compliqué. Et je remercie encore mes équipes d'avoir tenu, parce que moralement, c'était dur. Avec le recul, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Ça va, pas encore de retour sur investissement, non, pas c'est long. Encore. C'est très long, l'industrie, c'est très long. Bien sûr. Ça va beaucoup mieux, on progresse chaque année, on développe chaque année, on a des nouveaux produits, on a fait des frites fraîches, on a fait des barquettes de salade, on a mis au point des recettes, on fait des sauces. Enfin vraiment, on progresse chaque année. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'entrée dans le capital et l'ouverture du capital d'Antiglas. Il faut le dire. Antiglas a pris une participation une très grosse participation de Salade et Nina. Oui, tout à fait. Et je remercie encore, si elle m'entend, si elle écoute, Valérie Ladieu, de m'avoir fait confiance, parce qu'elle ne m'a pas seulement fait confiance à moi, elle a fait aussi confiance
à mon équipe, qui est restée quasiment la même, le noyau dur, et on progresse. Je pense que chaque année, le chiffre d'affaires augmente, les marges, on arrive à bien maintenir nos marges, on arrive encore à investir, on achète des nouvelles machines, des nouvelles choses pour être un peu plus performant. C'est un vrai produit local, ça veut dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, Master Salad va pouvoir afficher Cœur de Martinique sur ses produits. Oui, bien sûr. Le label Cœur de Martinique qui est en train d'être lancé là. Oui, tout à fait. La MPI a lancé ça. Et je suis très content je pense que c'est une marque ombrelle qui a toute sa place. Oui, je pourrais afficher Cœur de Martinique. Et puis, on a commencé à exporter notre production aussi, maintenant, sur la Guadeloupe. Donc, je suis très content de ça. Au bout de 10 ans, avoir réussi à vendre les produits de quatrième gamme hors de la Martinique, c'est important pour nous aussi. Et puis d'autres marques peut-être où on reste sur Master Salad et qui va être décliné sur plusieurs. Il y a plusieurs produits. Ah oui, oui, on fait de la barquette, on fait du sous-vide, on fait des bols salades préparées, des salades de fruits, des crudités, la laitue bien évidemment. Et je pense que j'ai 2-3 petits projets qui sortent là bientôt sur des produits cuits avec des recettes qu'on met au point. C'est pour ça que tu parlais d'igname tout à l'heure? Non, je dis rien pour l'instant. Ça va sortir bientôt. C'est la petite surprise du chef, quoi. Et puis on termine cette rubrique Martinique avec le dernier magasin, Les Deux Crémières, cette fois-ci à Didier. À Didier, voilà. On a ouvert la semaine dernière. C'est le dernier magasin, oui, effectivement, avec Intercave de Thierry. On s'est installé sur la route de Didier. Oui, parce que tu es aussi un grand amateur de vin, et on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Oui, j'aime le bon vin. Enfin, c'est vrai que j'aime les bonnes choses. C'est sûr que. Et puis on ne peut pas travailler dans l'agroalimentaire si on n'aime pas les bonnes choses, c'est clair. Donc c'est vrai. Et puis j'ai lancé ma propre marque de vin aussi. D'accord. Qui s'appelle Les Deux Crémières, Lou et Marion. Lou et Marion. Lou, c'est la fille de Thierry et Marion, c'est ma fille. Ouais. Et donc elles ont toutes les deux leur marque de vin. Et pour Les Deux Crémières, donc là aussi une activité qui est relativement récente, Les Deux Crémières. Depuis 2018. On a ouvert le premier magasin aux Trois-Îlets en 2018. Ça fonctionne bien, ça marche bien? C'est très correct, oui. On est plutôt content. Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit systématiquement pour créer de nouveaux magasins, de nouvelles structures. Et on essaye de créer des petites animations, des soirées raclette, fondues, des petites choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu novateur. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. Là, maintenant, sur Didier, on va faire du pain. Et donc, les gens pourront acheter le pain, la charcuterie, le fromage. Le soir, on sera ouvert jusqu'à 20h. Parce qu'on s'est rendu compte que à cet endroit-là, les gens avaient tendance à rentrer un petit peu plus tard chez eux le soir. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est pas plus mal de mettre aussi du pain. Ça va très bien avec le vin et le fromage. On termine cette rubrique Martinique. On passe à la rubrique politique, mais on va parler principalement de tes passions et de tes engagements. Alors, on va commencer par les passions de l'épicurien que tu es, oui. Avec une superbe photo d'une superbe paella aux écrevisses. Oui, c'est vrai. Parce que tu aimes cuisiner. Oui, je cuisine beaucoup. D'ailleurs, même quand mes parents reçoivent, ils me demandent souvent de cuisiner pour eux. Ouais. Et je cuisine pour mes salariés aussi, parce que quand on fait des repas à l'usine, c'est moi qui cuisine, donc c'est moi qui apporte. Je prépare les plats, on déjeune tous ensemble, et puis j'aime bien recevoir aussi. Donc oui, je cuisine beaucoup. Ouais. Je suis bien équipé. Ouais. Alors là, on a compris que tu aimes les écrevisses. Quels sont les autres plats que tu apprécies? Tout, je fais tout. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, que ce soit du japonais, de l'africain, de l'espagnol, de l'italien, je fais tout. Voilà. Je cuisine. Non, franchement, je cuisine de tout. Parce que j'aime, quand je voyage, j'aime bien m'asseoir dans quelques bonnes tables et je goûte. En général, quand je goûte les choses, je vois comment c'est fait et j'arrive à les refaire. Et puis on va retrouver l'amateur de vin en train de toucher le raisin. Ah, ça, c'est le raisin qui à Saumur. C'est ta vigne? Non. Pas encore. Ouais, je suis en train de régler ça. Voilà, c'est ma vigne. Ouais, en tout cas, c'est le raisin qui sert à faire le vin que je vends. Voilà, c'est la parcelle, effectivement, qui permet de faire le Lou et Marion, puisque maintenant, on a récupéré une cuve à Saumur. Et donc, on peut mettre notre propre raisin dans la cuve de Saumur. Ah oui, donc aujourd'hui, tu es en train d'investir aussi dans la viticulture. Voilà, je suis en train de... La réflexion est très poussée et on est en train de travailler là-dessus.
Et puis une autre de tes passions, c'est la pêche au gros. On va Oui, oui, c'est vrai. J'aime bien, voilà. une belle dorade, il me semble que c'est une C'est une dorade. dorade coryphène, ouais. Mm. Ben, je suis avec Daniel, là, derrière, Daniel Pissonneau. Et on va souvent à la pêche. On se fait de belles parties de pêche, ouais. Mm. C'est une passion, c'est très reposant, hein, mine de Ouais. rien. Parce que quand on a des journées un peu longues et compliquées, se retrouver en mer avec des amis, des potes, et puis on peut discuter entre nous. Et puis en plus, il y a toute l'adrénaline Mm. du poisson. Hein, c'est très bien. Alors, ce sont des poissons qui sont rejetés en mer par la suite ou que tu conserves, que tu cuisines? Oui, que je cuisine, oui. Ça. Mm. Des fois, je donne. Hein, je donne Mm. à des amis, des connaissances, même des salariés. J'ai donné du Mm. poisson. Voilà, quoi. Les gens, on partage. Mm. On partage. Il faut partager. Ouais. Voilà. Alors, tu as une autre passion, on l'a un petit peu entrevu tout à l'heure à travers ton intérêt pour Star Wars, pour la science-fiction. Ce sont les ovnis, les objets volants non identifiés. Oui. Je pense que tu y crois. Si tu nous as transmis cette photo, c'est que tu y crois. J'y crois parce que j'en ai vu. Ah, tu en as vu? Ah oui, oui, bien sûr, j'en ai vu. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui en avaient vu aussi. Et on est un petit groupe d'amis, de passionnés, où on s'échange des documents. Alors, Là, en l'occurrence, c'est un document que vous c'est un vous document êtes qu'on a échangé. reçu, oui, qu'on a Voilà. reçu. Bon, j'ai des copains au Mexique, parce qu'il se passe des trucs en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est assez surprenant. Et des fois, on reçoit des trucs, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, tu crois très clairement à l'existence d'une civilisation extraterrestre. Bien sûr. Et Déjà, statistiquement parlant, dire qu'on serait tout seul dans dans l'univers. l'univers, c'est pas plausible. C'est pas du tout plausible. À l'heure actuelle de l'exploration spatiale, c'est comme si on avait pris une petite cuillère, on l'avait plongée dans l'océan, on regarde dedans, on dit qu'il n'y a rien. Or, on sait que l'océan grouille de vie et l'univers doit grouiller de vie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, on ne sait pas, c'est un ovni, mais en l'occurrence, c'était un objet qui se trouvait Il se trouvait au-dessus de la Lune. C'est une photo qui a été prise l'année dernière. C'est un objet qui se trouvait au-dessus de la Lune. D'accord. au-dessus de la Lune et qui avait d'autres petits objets tout autour qui gravitaient. Mais c'est des photos comme ça, il y en a tous les jours. Tous Donc les là, jours. oui, ça rappelle un peu l'Enterprise Ouais, de peut-être Star Wars. ouais, un petit peu. L'Enterprise et Star Wars, c'est pas la même chose. Ah non, pardon. Ce Oui, sont oui, deux tout à choses fait. différentes. Absolument, Hein. absolument. Les puristes. Je suis moins passionné que toi, pardon. Ouais. Mais il se passe beaucoup de choses et beaucoup de Martiniquais ont vu des choses parce qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit écoute, nous aussi on a vu. On a une autre photo d'ailleurs qu'on va voir. Ouais. Une photo très. Où on voit un objet qui tombe du ciel, en fait, c'est ça? Non, non, ça, pas du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a un observatoire de l'héliosphère. Ce qu'on appelle l'héliosphère, c'est le Soleil, hein, tout ce qui observe, toutes les observations qui sont autour du Soleil. Et souvent, très 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 souvent, autour du Soleil, on voit des choses comme ça s'échapper, où on voit des choses, des objets très très gros qui se mettent à proximité de la couronne solaire et qui aspirent du plasma solaire. Et donc il y a beaucoup de photos comme ça. Tous les spécialistes d'astronomie pourront vous dire que autour du Soleil, il se passe des choses. Alors, l'objet qu'on voit là, il faut savoir que quand on regarde la portion du Soleil qui est juste derrière, le petit objet qu'on voit là, il fait à peu près 400 à 500 fois la taille de la Terre. Ah oui. Ouais, il faut remettre les choses dans leur proportion. Bien sûr. Donc, je ne pense pas qu'on soit tout seul. Tu penses, toi, maintenant qu'on va avoir la possibilité de faire des voyages dans l'espace, c'est quelque chose qui te tente? C'était mon rêve quand j'étais gamin. J'ai toujours voulu voyager dans l'espace et je m'étais toujours dit que ne pas pouvoir le faire, je comprends très bien, mais il y a une chose que j'avais toujours eu envie de me payer, c'est de faire un vol parabolique. Les vols paraboliques, ça se fait à Toulouse. On rentre dans un Airbus qui n'a pas de hublot. Et il fait une parabole comme ça. Et pendant quelques instants, on a l'occasion de flotter comme dans l'espace. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, si je pouvais, je me paierais un vol parabolique. À la recherche de la rencontre du troisième type, quoi, peut-être? Non, même pas. Non, là, la rencontre du troisième type, c'est l'extrême. Mais en tout cas... je sais ce que j'ai vu. Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu. Ouais. Alors, ce que tu as vu aussi, c'est le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Donc, tu y es allé. Je suis allé, oui, jusqu'au bout du monde. Ouais, tu as visité Soweto également? J'ai visité Soweto, j'ai visité la maison
Nelson Mandela. J'ai visité aussi le musée de l'apartheid, qui m'a beaucoup marqué quand même. J'ai visité la prison. Nous avons envoyé une photo qu'on a préféré ne pas diffuser parce qu'elle était elle est très dure et très parlante. C'était des hommes nus, en fait, clairement, oui, parce que maltraités. C'est très maltraité. Et je me souviens, quand je suis allé là, limite angoissé, quoi, parce que j'ai vu la prison où a dormi Nelson Mandela pendant des années. Le gars dormait par terre sur une natte en coco. Enfin, c'est dans des conditions un peu surprenantes. C'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Ouais, ça a été très marquant. Comme mon voyage en Égypte aussi, j'ai revu beaucoup de choses d'Égypte sur la. Et c'est vrai que le Cap de Bonne-Espérance, j'étais très content parce que pour moi, c'était le bout du monde. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'aille à Ushuaïa aussi pour pouvoir voir les deux bouts du monde. Ouais. Philippe, on termine par le sujet avec le sujet par lequel on a commencé. On va voir ces deux photos, enfin une photo et une citation, on va dire, une phrase. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que tu as vécu il y a un an. Voilà, cette photo, bon, je n'ai pas d'a priori pour la montrer parce que je pense qu'il faut que tous les hommes se rendent compte que les choses peuvent être très difficiles et que la vie peut basculer à n'importe quel moment. Et cette photo, c'est la photo de mon cancer. Donc une tumeur de la prostate. C'est une tumeur qui était là. Très grosse. Très grosse tumeur, très très grosse tumeur. Et qui ne fait pas de bruit. C'est là, c'est à l'intérieur de vous. Ça vous bouffe et vous ne le savez pas. Parce qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de... moi, j'avais aucun symptôme, aucun signe. Et c'est mon ami qui m'avait dit, écoute, tu devrais aller faire une prise de sang pour voir, tu as du cholestérol, un truc comme ça. J'y suis allé, puis finalement, il n'y avait pas de cholestérol, il n'y avait pas de diabète, mais il y avait une tumeur cancéreuse. Et quand j'ai vu la photo, j'ai compris tout de suite que c'était pas bon. Ouais. Et on va regarder le témoignage que tu as... tu es intervenu en fait lors de la conférence Cancer et Travail qui se passait à Madiana, je crois que c'était le 13 octobre, au Palais des Congrès oui, de Madiana. Je crois que c'était ça, à Madiana. Co-organisé par l'association Matete et Contact Entreprise. Oui. Et tu avais poussé un coup de gueule clairement sur la façon dont les cancers en Martinique sont pris en charge, particulièrement pour les hommes. On regarde juste ce court extrait et on revient. Tout ça pour dire qu'en Martinique, je n'ai pas l'impression, si on n'a pas les moyens, si je n'avais pas eu les moyens, si je n'avais pas été chef d'entreprise, si je n'avais pas pris la décision tout de suite de partir et d'acter, de trouver une chirurgienne qui était capable de m'opérer immédiatement à Paris, au jour d'aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là. Tout simplement parce que le cancer est parti d'une façon foudroyante et que les médecins là-bas m'ont dit « Monsieur, si vous étiez venu une semaine plus tard, c'était terminé ». Donc, j'ai atteint un stade de colère à l'encontre des institutions en Martinique concernant le cancer. Colère qui, peut-être pour vous, n'est pas compréhensible. Mais quand je raconte dans le détail mon histoire à certaines personnes, elles sont scandalisées. Voilà, donc ce témoignage lors de la conférence Cancer et Travail est très clairement, alors je parlais de la sécurité sociale, mais c'est clairement l'ensemble de la prise en charge des cancers, notamment du cancer de la prostate. Des cancers masculins. Des cancers masculins que tu as voulu dénoncer parce qu'en réalité, on perd un temps fou et forcément le temps, c'est la vie, en l'occurrence là. Oui, là, c'était ma vie qui était en jeu, comme je le dis. J'avais été sonné quand j'ai découvert ça. On est sonné. Quand on vous annonce clairement, monsieur, vous avez un cancer et il faut vous opérer tout de suite. Et on te donne rendez-vous 2 mois après en Martinique. En Martinique, on m'avait donné mon premier rendez-vous. C'était 2 mois après. Donc, entre-temps, je me suis fait opérer, je me suis fait soigner. Et comme je le dis, j'étais déjà opéré quand on m'a appelé pour mon premier rendez-vous. En Martinique. Et comme tu le disais, toi, tu as eu les moyens de partir plusieurs fois même pour consulter, te faire opérer, suivre ta convalescence. Mais beaucoup n'ont pas ces moyens-là. Et on les renvoie très loin pour des rendez-vous. Depuis ce témoignage, parce que moi c'était simplement un témoignage, comme je le dis, je ne savais pas que j'étais filmé et je ne savais pas que ça serait diffusé. Donc j'ai découvert, comme tout le monde, moi, c'est en recevant des messages WhatsApp que j'ai découvert que j'étais à la télé. Depuis ce témoignage-là, j'ai reçu énormément d'appels, des messages, des WhatsApp, même à mon bureau, des mails de personnes qui me disent « mais on est dans la même situation ».
est-ce que tu as un numéro ou quelqu'un à nous conseiller, un endroit où partir? Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et en fait, je m'étais promis déjà, parce que pendant la douleur, je me disais, quand j'étais couché, parce que vous avez une sonde urinaire, vous avez toutes ces choses-là, je m'étais dit, mais les hommes ne sont pas au courant de ce qui les attend. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Et il faut les prévenir. Il faut dire, voilà, vous allez avoir ça, ça va se passer comme ça. Et puis non seulement pendant, mais après le cancer, après les soins. Tout ce qu'il y a derrière, il faut un suivi psychologique, il faut un suivi médical, il faut se retrouver, il faut savoir parfois se retrouver une aide financière soi-même. pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, bon, c'est difficile. Alors, c'est là aussi que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Et beaucoup de personnes, notamment ma fille, m'a dit, papa, tu ne peux pas rester sans rien faire. Donc, j'ai décidé de créer une fondation pour pouvoir faire de la prévention et puis peut-être aller plus loin. Donc, j'ai demandé à mon commissaire aux comptes, j'ai demandé à mon avocat, j'ai demandé à d'autres personnes, est-ce qu'elles étaient prêtes à me suivre là-dessus? Et oui, il y a beaucoup de personnes qui... Et on ne se rend pas compte parce que j'ai des personnes très connues en Martinique qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Philippe, ou alors Monsieur Soundran, parce que je ne connaissais pas personnellement, dit, j'ai un souci, comment on fait? Je dis, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, le médecin, c'est compliqué, machin. Alors, comment ça s'est passé? Donc j'ai dû raconter plusieurs fois en détail ma mésaventure. Merci beaucoup Philippe Soundran d'avoir partagé avec nous ton parcours et puis ce nouveau combat, parce qu'après, Oui, rien à voir avec Master Salade ou les deux crémières. Non, mais c'est un combat collectif aussi et pour le bien-être de la population martiniquaise. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine émission C'est Affaires Nous. Très bonne soirée ou très bonne journée.